un décalage. C'est D'accord, vrai. أنا كنسمع حضرتك اسمع مزيان. مزيان. d'accord. كنسمع مزيان. كيبان داكشي sur Facebook كوثر. Ça passe là d'accepter là, en train de passer sur Facebook. Quelques secondes, ça sera visible. Donc, c'est Haroun, ça va prendre combien de temps? Pas trop, donc on va laisser, donc je dirais 40 à 50 minutes. Je vais essayer d'être dynamique. Donc, Très bien. si vous voyez que je dois accélérer un petit peu, je vais accélérer. Donc, si on a assez de temps, on pourrait étendre les choses vers la discussion. Là, 40 minutes, c'est bon, en fait. On aura D'accord, voilà. d'ici 2 heures moins le quart. Donc, Voilà. les questions, vous voulez qu'on les prenne au fur et à mesure ou là, on les laisse à la fin ou là... Vous modérez la conférence. Donc, justement, je vais modérer la conférence. Rien pour savoir, ça dépend le déroulé, comment il se fait. donc, je vais faire une petite présentation claire, assez précise, et après, on pourrait prendre des questions, répondre. Ça dépend des sources, Zoom ou bien Facebook. Très bien, donc ça va être dynamique. Vous êtes libre de gérer la conférence comme vous voulez. C'est bon. Donc, je vais m'adapter. Pour qu'on ne s'étale pas, donc 40 minutes, voilà, je pense que ça va être gérable. Oui, d'accord, d'accord. داكشي اللي وراك السي هارون سي كوا كوم ارتيكل Ici, j'aimerais bien dire ce sont des posters de collection d'une certaine médiathèque à Tanger que j'apprécie beaucoup. Du coup, c'est le programme cinéma et tout. Donc, super, voilà. Ouais. Très bien, c'est convivial. Voilà, c'est visible sur Facebook actuellement. C'est diffusé بلاتي نشوف. Je sais pas pourquoi ما كيبانش ليا انا tout de suite دائما كوثر. Moi de même, خصني نقلب عليها. سيدريس هو اللي كتبان له دغيا. Voilà, juste. Ah, d'abord je vois. C'est bon, c'est déjà. C'est bon, maintenant je vois. Très bien. Alors, on a une quarantaine sur Facebook. Donc, on a une quarantaine sur Facebook, 41 exactement personnes. Donc, nous on est une dizaine sur Zoom. Il y a qui m'a galsé il est 14h10 quand même. Madame Saad, là maintenant tu as la main sur l'ensemble, Yak. Tu as la main. Pardon? Tu as la main pour contrôler, Yak. Blati, oui, j'ai le partage d'écran. C'est bon, c'est bon. Très excellent, bien. Donc, super. oui, je vois les personnes, ça fait, c'est parfait. C'est parfait. Excellent, super. Très bien. Très bien. On dit bonjour aux participants, les courageux qui viennent de nous rejoindre à 14h. Il y a Hassan, il y a Camilia, il y a Keltoum, il y a Mohamed Blawina. Ça, ceux qui sont visibles sur Zoom. Oui, justement. Voilà. Bonjour. Je dis le Facebook. Je dis le Facebook, je ne les vois pas. Facebook, on est à 46. Excellent, super. Donc, on voit un peu, on voit vraiment, ça dépend de l'heure d'arrivée, on voit le niveau d'intérêt pour l'industrie 4.0. Les plus intéressés étaient là à 14h exactement. Oui. En tout cas, sur Facebook, ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Sur Facebook, la communauté est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste.
Donc, ça touche plus de monde. Alors, Voilà. il paraît que peut-être sur Zoom, on touche que les personnes qui sont déjà installées sur notre base de données. Voilà, justement. Et ça, on est 42 sur Zoom, sur Facebook, 43, pardon. ouais, 43 maintenant. 48 maintenant. 48 maintenant. Excellent, d'accord. Super. C'est vrai, ça évolue rapidement, oui. Voilà, exactement. Il est 14h13, à 14h15, on commence. Bonjour, Sihmed. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, et vous? Ça va, Khouya, merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci pour cette opportunité, pour Je vous d'avoir remercie. accepté pour contribuer au sein du club des dirigeants, votre savoir-faire et votre expertise dans cette thématique d'actualité. Et je vous dis bon courage. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on commence? Donc, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. On est D'accord. 10, on est une dizaine sur Zoom, 62 sur Facebook. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le Club Dirigeant. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique très, comment dire, futuriste. C'est l'industrie 4.0. Alors, la thématique s'intitule exactement Industrie 4.0, Are you ready? Justement, est-ce qu'on est ready? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le Maroc est prêt pour passer à cette industrie 4.0? Où est-ce qu'on en est, le bilan aujourd'hui, les projections vers l'avenir? Je sais que le ministère de tutelle accorde une grande importance à l'industrie et la place comme un axe pour le développement du pays. Et je sais que, par exemple, des organismes comme Maroc PME accordent la priorité à des entreprises qui opèrent dans l'industrie dans le cadre du financement de leurs projets. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Avec nous, justement, un futuriste, Monsieur Sabari, Monsieur Ahmed Haroun Sabari. Alors, si Ahmed Haroun Sabari, vous êtes enseignant-chercheur, consultant, spécialiste en intelligence artificielle et plus encore en usine du futur. Donc, avec nous, nous avons un futuriste aujourd'hui. Merci aux participants qui nous ont rejoints sur Zoom, sur Facebook. Merci de suivre tous les webinaires organisés par le Club des dirigeants. Et donc, juste pour des questions d'organisation, donc, on laissera Seharon faire sa présentation et on prendra au fur et à mesure vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Zoom ou si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez les écrire et sur Facebook également. Et donc, bienvenue, Seharon. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club des dirigeants au nom du club et de son président. Merci beaucoup. Et donc, allez, on commence l'industrie 4.0. Préparons-nous pour la démarrer. Allez, Seharon. Merci, Madame Souad. Merci d'avoir accepté de modérer cette conférence. Je voudrais aussi remercier M. Driss pour sa réactivité, son invitation. Je remercie aussi M. Rossi pour les efforts qu'il fournit dans la cellule formation. Et encore une fois, merci aux personnes qui sont présentes, que ce soit sur Zoom ou bien sur Facebook, et qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Donc, Industrie 4.0, c'est vrai que on parle dans cette thématique-là. Alors, on parle dans cette thématique-là, industrie du futur. On parle. Alors, est-ce que je pourrais partager l'écran, Cédric?
Oui, allez-y, en D'accord. principe, c'est bon. D'accord. Juste, on me signale qu'il y a un petit souci par rapport au son. Mais là, est-ce que c'est Est-ce que plus vous clair? pouvez augmenter le volume, s'il vous plaît? Oui. Moi, je vous Est-ce que c'est plus entends clair? pas. Il y a des échos apparemment. Il y a du bruit, je pense, dans le son. Il passe pas très bien. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est plus clair? Non, non, le son, c'est toujours il y a un problème. C'est bon. C'est la même chose. Attendez, je vais désactiver le micro et le réactiver. Maintenant, est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? En mode muet? Hum? Tout le monde est en mode muet? Parce qu'on me signale qu'il y a des bruits de fond. Alors, s'il y a un écho, ce n'est pas de ma part. Le son c'est un petit peu n'est pas clair de votre part, c'est Ahmed. Hein. C'est pas de bruit, mais la qualité de son, elle est un petit peu. Peut-être c'est le kit. Le kit, peut-être, oui. Je pense le kit. J'utilise un micro avec une carte son. J'utilise un micro avec une carte son dédiée. Peut-être approcher le micro de la bouche, si. Ça serait plus clair. C'est ça qui donne c'est ça la différence. C'est ça, exactement. Si vous pouvez directement son micro, ça sera l'idéal. Son micro, d'accord. Éliminez le micro. D'accord. Alors, le sujet est très intéressant. L'industrie 4.0 aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on soit prêt. La technologie doit être au rendez-vous également. Alors, test. Maintenant, est-ce que c'est plus clair? Cédric, votre micro. Est-ce que vous pouvez confirmer? Cédric, votre micro est coupé. Pas vraiment, normalement, toujours, Madame Souadik, exactement, vous confirmez, c'est aussi? Oui, moi je l'entends, mais c'est vrai que c'est pas très clair, mais je l'entends distinctement. On l'entend effectivement. La qualité n'est pas vraiment claire. Il y a Saut Halim, mais on l'entend. Mais on l'entend distinctement. Est-ce que vous avez éliminé le micro? Exactement, oui. Je suis en train de travailler directement sur. Oui. Je suis en train de travailler directement à travers mon laptop. Alors, est-ce que je pourrais partager mon écran? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Alors, c'est écrit host des Alors, changer, mettre en attente, demander. Madame Souad, avez le rôle de co-animateur parce que vous êtes l'admin. Alors, où est-ce que je peux faire ça? Attendez, je regarde. Laisse-moi, je prends d'ailleurs le rôle administrateur. Voilà. Je vais lui confier le rôle de co-animateur. Nommé animateur, interdit de notre désigné co-animateur. Voilà. Vous êtes co-animateur, cher ami. Vous pouvez partager maintenant. Oui, j'arrive à partager. Maintenant, c'est bon. Oui. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'industrie 4.0. Souvent, on a tendance à appeler cette industrie-là. Excusez-moi, si Haroun pouvait augmenter le son? Oui. Un peu plus fort. Maintenant, est-ce que c'est... Maintenant, c'est très bien. Très bien. Passez en plein écran, s'il vous plaît. Et désolé, on vous a trop...
ولكن Au contraire, au parce que contraire. l'industrie 4.0, il faut qu'on soit parfait. C'est pour cela qu'on a pris du temps avec vous comme ça, sur ces aspects. Maintenant, la qualité, elle est excellente, c'est confirmé. Très bien, très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'industrie 4.0. Donc, on a tendance à parler de cette révolution industrielle, de digitalisation, de numérique. Donc, on a des organismes, on a des fondations, on a beaucoup d'acteurs ici au Maroc qui sont en train de travailler sur la matière. Et on a aussi des sociétés. Et il y a un certain mouvement. Et il serait plus intéressant de voir les choses avec un certain recul pour pouvoir établir une feuille de route. Donc, je dirais une feuille de route afin qu'on puisse, pardon, oui. Alors, afin qu'on puisse définir notre plan d'action, quel que soit le secteur, quelle que soit l'activité. Donc, Industrie 4.0, are you ready? La réponse la plus simple et directe, c'est que yes, we are ready. Moi, je parle en tant que Marocain. Nous avons toutes les ressources et toutes les dimensions qui vont nous permettre d'arriver à cet objectif-là, qui est la transformation 4.0. Cette transformation-là 4.0. Donc, je ne vais pas creuser directement sur les principes, sur comment ça marche, quelle est la dynamique des choses. Je vais essayer d'être très bref et parler d'un ensemble d'axes. Le premier axe, c'est le digital now, c'est-à-dire le digital, il est là. Donc, ça fait une dizaine d'années que le Maroc fait des efforts pour digitaliser l'ensemble des services. Donc, ça a commencé avec le secteur du numérique. Nous avions des branches dédiées totalement au numérique. Le digital, il est là au Maroc, mais il faudrait penser à la nouvelle étape, qui est la révolution industrielle. Donc, si vous êtes dirigeant, vous êtes acteur ou bien entrepreneur, il faudrait tester votre readiness, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêt pour faire le pas, est-ce que vous êtes prêt pour adopter ces nouvelles technologies. Nous allons essayer de décortiquer les choses en un ensemble de fondamentaux, quels sont les catalyseurs, qu'est-ce qu'il faudrait prendre à travers l'expérience des autres pays qui nous ont déjà procédé dans la matière. Nos activités cibles, qu'est-ce qu'il faudrait commencer à digitaliser ici au Maroc, à transformer, à métamorphoser en une industrie 4.0, comment agir, et je vais essayer de lister un ensemble de références pour plus de détails. Donc, juste pour vous mettre dans ce contexte-là, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de digitalisation. Avec l'événement récent du Covid-19, on s'aperçoit qu'il y a un certain changement. Donc, une donnée très récente que j'ai vue l'autre jour, que je voulais partager avec vous, c'est le market cap de Zoom. Zoom, le logiciel qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, Zoom, c'était un logiciel simple comme Skype, comme Microsoft Teams, qui communiquait ou bien qui offrait un service. Et ce service-là, c'est un service de communication. Donc, c'était offert aux particuliers et aux entreprises. Récemment, avec cette vague ou bien cette pandémie de Covid, on a vu que lorsque ça a démarré, Zoom avait démarré en décembre 2019 avec 10 millions de participants par jour. Ça, c'est quotidien. Alors, en avril 2020, Zoom est passé de 10 millions jusqu'à 300 millions de participants par jour. Il a vraiment écrasé la compétition, y compris Skype, y compris les grands comme Microsoft, comme Google avec Hangout. Et derrière là, il y a un certain secret, il y a une certaine formule. Et cette formule-là, on va essayer de la décortiquer aujourd'hui pour la partager avec l'ensemble des acteurs. Alors, en avril 2020, le market cap de Zoom a atteint presque 50 milliards de dollars, ce qui dépasse la somme du market cap des 7 premières compagnies aériennes dans le monde. Je cite Lufthansa, je cite Air France KLM, je cite Delta, les grands United et American Airlines et Southwest, les 7 réunis. Et ça s'est fait en moins de 5 mois.
Du coup, cet élément-là, c'est ce que les experts en digital appellent la disruption. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a fait en sorte à ce que Zoom a pu profiter de cet élément-là afin de gagner en termes de chiffre d'affaires, de capitalisation et de valeur. J'essaie de mettre ce petit schéma pour vous expliquer comment ça marche, ou bien comment ça a marché pour Zoom, comment ça a marché pour Uber, comment ça a marché pour Netflix, et on va essayer de tirer les grandes lignes pour pouvoir capitaliser sur ce qu'on a ici au Maroc. Donc, l'équation est très simple. Vous avez un business model, quel que soit votre business, quelle que soit votre société, votre compagnie. Donc, vous avez un business model qu'on appelle pre-disruption, c'est-à-dire le modèle classique. Et lorsqu'on a un événement comme la pandémie actuelle qui est du Covid-19, cette pandémie-là, c'est l'événement disruptif. Et du coup, c'est comme une vague, une grande vague qui va attaquer toute l'industrie, bien tout le secteur. Alors, cette vague-là, lorsqu'elle va attaquer le secteur, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il y en a des acteurs qui vont profiter de l'occasion, comme Zoom, il y en a d'autres qui vont perdre. Pourquoi? Parce que ils étaient prêts, ils avaient une certaine formule, il y a beaucoup d'éléments qu'on va détailler. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le post-disruption business model. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éléments comme est-ce que vous avez un business qui est scalable? Est-ce que vous avez un business qui est robuste? Est-ce que vous avez beaucoup d'éléments clés? Est-ce que vous avez le marché qui est prêt? Est-ce que le produit il est bien conçu? Donc, il y a beaucoup de dimensions qu'on pourrait explorer. Mais ce qu'il faudrait retenir dans cette slide-là, c'est qu'on a un événement, cet événement-là, c'est ce qui permet d'avoir ce déséquilibre-là, ou bien ce nouveau équilibre dans le marché. Excellent. Alors, ce qui se passe, c'est comme un effet domino, tout simplement. Du coup, nous avons un élément, cet élément-là, il va créer un problème, et ce problème-là, ça va générer un coup de fouet, ou bien un certain ensemble de conséquences. Alors, juste pour résumer les choses, le market size, ou bien la part du marché de la transformation digitale, en 2018, c'était de 250 milliards de dollars. Et en 2026, c'est prévu que ça dépasse le 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que 4 fois ce qu'on a aujourd'hui. Et ce business model, c'est un business model qui caractérise beaucoup de sociétés, y compris Airbnb, Netflix, Amazon, Uber et tant d'autres. Donc Airbnb, on sait très bien que c'est le plus grand acteur en hébergement dans le monde et ça possède zéro hôtel, zéro asset, zéro actif. Je dirais Uber, c'est le plus grand acteur dans les systèmes de transport dans les villes et ça possède zéro taxi directement. Et ce modèle-là, c'est le modèle sur lequel beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes se basent pour qualifier cette transformation-là. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que le digital, il est là, il est déjà présent. Il faudrait penser à la nouvelle étape, à la nouvelle page pour pouvoir déployer les choses plus efficacement. Alors, je l'ai dit, on a trois grandes étapes. Premièrement, l'effet domino, il est là. Donc, ça va toucher votre secteur, quel que soit votre secteur, que ce soit l'universitaire, le médical, le tertiaire, ça va vous affecter, le digital. Cette transformation, elle va arriver tôt ou tard. Deuxièmement, il y a des acteurs qui se préparent déjà. Donc, soit vous êtes prêts pour pouvoir anticiper les choses, soit vous allez agir en proactif, soit vous allez subir les conséquences de ce système-là. Et troisièmement, lorsque la vague va vous toucher, donc il y aura plusieurs acteurs qui vont être éliminés. Et ici, dans cette présentation-là, l'acteur qui est devant, ce n'est pas un acteur qui est sûrement, ou bien qui sûrement va réussir à dépasser cette vague-là, parce que la transformation, elle est brutale. C'est caractérisé par un certain effet, ou bien qui est très brutal. Donc, il faudrait comprendre ce contexte-là. Donc, quel que soit le type de secteur, aujourd'hui, au Maroc, ça va être affecté par cette transformation-là ou bien cette digitalisation-là. Donc, l'industrie 4.0, ce n'est qu'une évolution parmi d'autres.
Donc, lorsqu'on parle d'industrie 4.0, il faudrait rappeler que l'ensemble du secteur industriel, il est dans cette phase de profonde mutation, et on voit les technologies numériques qui sont en train d'être intégrées au fur et à mesure qu'on est en train de déployer les choses. Donc, on parle cyber-usine, on parle usine digitale, integrated industry, innovative factory, smart factory, donc l'ensemble des termes qu'a évoqué Madame Souad tout à l'heure. Donc, l'industrie du futur, elle est là, il existe. Alors, à l'heure actuelle qu'on est en train de parler, on a des gens qui sont en train de travailler pour digitaliser leur usine. On ne digitalise pas seulement le numérique, on ne digitalise pas seulement le télécom, le secteur du software. Maintenant, on a commencé à digitaliser le manufacturier, ou bien la fabrication classique. Donc, cette fabrication classique, donc, on va faire le lien avec cette croissance digitale. Alors, la question la plus simple, c'est quoi une révolution industrielle? Pourquoi on va qualifier cette révolution de 4.0? C'est quoi le lien avec 3.0 et pourquoi on est en train d'incrémenter ces chiffres-là? Alors, la réponse est très simple. Une révolution, elle est caractérisée par une croissance brusque, exponentielle, de la façon avec laquelle on est en train d'accroître notre business. Du coup, si on remarque ici le modèle de Netflix, regardez depuis les années 2000, maintenant en 2017, ou bien les chiffres on a ici 2017, on a une croissance exponentielle. De même, pour Netflix, c'est exponentiel et ça va continuer à s'accroître. Alors, ici, j'ai essayé de vous lister un ensemble de sociétés, ce qu'on appelle les startups unicorns. Regardez que le taux de croissance pour atteindre le niveau unicorn, il est devenu vraiment exponentiel. Maintenant, la moyenne, ou bien la majorité, je dirais 80% de ces sociétés-là ont atteint une capitalisation de marché d'1 milliard de dollars en moins de 6 ans. Vous imaginez, donc depuis la création, 6 ans, on atteint 1 milliard de dollars en market cap. Et parmi ces sociétés-là, on peut citer des sociétés comme Airbnb, les sociétés qui ont digitalisé les choses. Mais on peut citer d'autres sociétés comme SpaceX, c'est-à-dire on a de l'industrie pointue ou bien de la technologie de pointe. Donc, on a plusieurs sociétés qui ont épousé ce modèle-là. Donc, la transformation de 1.0 à 4.0, elle est caractérisée principalement par une certaine transformation, des courbes qui sont exponentielles. Et si vous adoptez le 4.0, vous allez épouser, j'espère, cette courbe-là, ou bien cette transformation-là. Du coup, l'industrie 1.0, c'était la mécanisation. L'industrie 2.0, c'était la production de masse. 3.0, c'est l'automatisation, computers and electronics. Et 4.0, c'est ce qu'on appelle le cyberphysique, les systèmes cyberphysiques, l'Internet des objets, les réseaux connectés, la 5G, toutes ces technologies-là, on va essayer de les décortiquer aujourd'hui, de les simplifier et de voir leur utilisation dans l'industrie marocaine. Du coup, la première révolution industrielle, ça a commencé il y a longtemps, c'est ce qu'on appelle les systèmes manufacturiers classiques. Alors, il y a quelques experts qui vont classifier la deuxième en tant que système manufacturier classique avec le Fordisme, le Taylorisme et des concepts qu'on connaît tous. La troisième a vu le jour avec la naissance de l'ordinateur, avec la naissance des calculs, des téléphones portables. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est basé sur ces ordinateurs-là, ces systèmes de calcul, mais aussi sur des systèmes qui sont connectés. C'est pour ça que la révolution industrielle 4.0, elle est déjà là. Le fait qu'on est en train de discuter aujourd'hui, de parler, de partager un ensemble de connaissances, alors que chacun est dans une ville, on est délocalisé géographiquement, mais on est réunis pour partager un certain savoir-faire. Alors, ça, c'est un résultat de la révolution 4.0. À chaque fois qu'on a des systèmes qui sont connectés comme les PC, les téléphones portables, c'est un système physique qui est connecté à Internet, qui a une existence digitale. À chaque fois qu'on est en train d'utiliser de l'intelligence artificielle pour optimiser la bande passante, par exemple, pour optimiser le micro, la caméra ou quelque chose comme ça, on est en train d'utiliser des outils de cette révolution-là pour communiquer aujourd'hui, dans le présent. Alors, je ne vais pas trop tarder sur l'aspect théorique des choses. Juste pour vous dire, ici au Maroc,
1.0, 2.0, on l'a déjà dépassé. C'est vrai qu'il y a des petits ateliers qui continuent toujours à adopter quelques concepts, mais ici au Maroc, on a un secteur industriel qui est assez mature. Et quand je dis un secteur industriel qui est assez mature, c'est un secteur qui a déjà adopté le 3.0 parfaitement. Donc, nous avons des sociétés qui sont en train de produire en utilisant une certaine pyramide assez complexe pour gérer la complexité des choses. Nous avons des lignes de production, bien de fabrication qui sont automatisées à 100%. Donc, l'intervention des opérateurs est minimale pour réduire les risques. Déjà, de 1, sur l'opérateur, de 2, les risques liés à l'erreur, les défauts qualité, à l'automatisation. Vous avez des ordinateurs qui arrivent à gérer des lignes, des lignes, bon, je dis ordinateur ou bien automate programmable, c'est la même chose, qui arrivent à guider des lignes de fabrication d'une façon qui est autonome. Vous avez des systèmes IT, vous avez des robots. Ça existe actuellement au Maroc. Alors, je citerai 2 exemples. Premièrement, l'industrie minière. Deuxièmement, l'industrie automobile ou bien aéronautique, parce que ces 2 ou bien 3 secteurs sont des exemples phares pour montrer comment on a pu, en tant qu'une entité économique, à pouvoir adhérer à cette révolution industrielle 3.0. Et ici, si j'ai écrit 1970, ça a commencé vers les années 70, mais il y a des experts qui qualifient que le 3.0 a trouvé sa maturité qu'avec les années 90, ou bien voire les années 2000. Donc, nous avons des systèmes qui sont assez matures. Et je crois, si vous êtes acteur dans l'industrie ou bien vous faites de la fabrication, vous connaissez les sensors, vous connaissez les field level, vous connaissez les variateurs de vitesse, vous connaissez ces éléments-là qui sont techniques. Vous connaissez qu'il y a des automates programmables, des régulateurs de vitesse ou bien des contrôleurs qui vont pouvoir commander ces organes. Vous connaissez les systèmes SCADA, vous connaissez les systèmes de planification MES et vous connaissez tous les ERP. Et s'il y a des acteurs qui ont déjà vécu la période dans laquelle la majorité des sociétés marocaines ont eu cette tendance à adapter les systèmes ERP, je parle dans les années 2009, 2010, mais tout le monde cherchait des systèmes ERP, tout le monde cherchait à installer un ERP ou bien un système d'information. Pourquoi? Parce qu'il voyait que son voisin, il a déjà installé ce système-là et ça a commencé à rapporter de l'argent. Du coup, on est déjà passé par là, on est déjà passé par cette vague-là. Je crois que l'ensemble du secteur industriel ici au Maroc, je parle du secteur qui est en train de suivre une certaine structure, et l'ensemble des dirigeants que j'ai rencontrés sont conscients du niveau d'intégration de ces technologies-là dans leur activité. Du coup, si un dirigeant décide d'acheter un système ERP aujourd'hui en 2020, c'est qu'il sait très bien qu'il a besoin de ce système-là. Et s'il n'a pas besoin de ce système ERP, il va acheter une autre solution, genre GMAO, GPAO, gestion d'une opération, quelle que soit cette opération. Donc, je vais appeler ces systèmes-là XAO, donc opération assistée par ordinateur. Du coup, je crois que les entrepreneurs ou bien les directeurs techniques, plus spécifiquement dans les sociétés marocaines, ils sont conscients du rôle que joue la technologie pour pouvoir booster la productivité. Donc, ils ont atteint un certain équilibre entre flexibilité, opérateur, rôle financier, réglementaire. Donc, nous avons une industrie 3.0 qui est assez mature aujourd'hui au Maroc. Et on peut voir des exemples comme la zone industrielle ou bien le pôle industriel de Tanger. Donc, on a déjà commencé avec ce pôle-là et on voit des lignes de fabrication qui sont 100% automatisées avec peu d'intervention humaine. Et cette intervention humaine, donc on la limite à la création de la valeur, quelque chose qui est assez humaine. C'est-à-dire, on vérifie quelque chose que le robot n'arrive pas à voir, on offre une certaine flexibilité par rapport aux opérateurs, on offre un certain contrôle de qualité, contrôle du suivi, quelque chose que le robot ne peut pas faire. Et on a essayé de sous-traiter toute la charge, tout ce qui est labor, donc le terme exact c'est labor, au robot. Donc nous avons des lignes, j'ai eu l'occasion de visiter des lignes qui sont exceptionnelles dans le niveau d'intégration de cette technologie-là.
Et je crois que nous avons dépassé même ce niveau d'intégration 3.0. Ce que nous faisons actuellement en tant qu'entité économique, je parle Maroc en tant que puissance économique, nous sommes en train de capitaliser sur les choses. Le Maroc actuellement a commencé avec une zone industrielle qui est pointue à Tanger. Et cette zone industrielle, on a capitalisé sur le savoir-faire pour créer cette branche de secteur automobile pour faire une autre, un Kenitra. Et je crois que dans les années à venir, on pourrait reproduire le même effet à travers d'autres zones, dans d'autres villes. Donc, nous avons des experts qui sont capables maintenant de calquer, de copier une usine 3.0 et de la reproduire dans n'importe quel emplacement géographique. Je parle technicité, je parle technologie, je parle savoir-faire, je parle fabrication, je parle investissement, parce qu'il y a d'autres aspects, comme l'aspect réglementaire, l'aspect zone industrielle. Donc, nous avons des experts qui sont capables de faire ça. Et maintenant, le Maroc, il est assez, il est assez confiant vis-à-vis ce point-là, c'est-à-dire reproduire des systèmes dans le secteur, je dirais, automobile. Le secteur du textile, ça date d'une dizaine d'années. Je dirais l'aéronautique aussi et le minier. Du coup, ces secteurs-là, nous avons une intégration 3.0 qui est parfaite. Alors, je vais me focaliser sur ces secteurs-là parce qu'ils sont les plus prompts pour pouvoir adopter l'industrie 4.0. Nous allons essayer de voir des exemples assez concrets. Donc, je vais revenir à cette slide-là qui est assez intéressante, dans laquelle j'avais montré comme quoi quel que soit votre secteur, quelle que soit votre puissance économique, quelle que soit votre entité, que ce soit une petite entité économique ou bien carrément une puissance économique, il y aura des éléments qui vont vous attaquer, des éléments externes. L'exemple le plus simple, c'est la situation actuelle, le Covid-19 ou bien cette pandémie. Alors, cet événement-là, que ce soit une technologie, que ce soit une pandémie, que ce soit l'invention d'Internet, que ce soit l'invention de l'intelligence artificielle, découvrir un nouveau moyen pour produire de l'énergie comme c'était le cas pour l'industrie 1.0 ou bien 2.0, quel que soit cet événement-là, vous allez voir quelques acteurs qui vont pouvoir surfer sur la vague et vous allez voir l'ensemble des autres acteurs qui ne vont pas pouvoir s'adapter par rapport à ce changement-là. Et du coup, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, malheureusement, ce que font les organismes, ce que font les fondations, ce que font les entités qui font l'accompagnement, c'est qu'elles aident les sociétés, elles aident les jeunes entrepreneurs à s'adapter par rapport à ce changement-là. Et je crois personnellement que c'est un modèle aussi consistant qu'il soit, que c'est un modèle qui est basé sur un seul terme, qui est subir. Du coup, on n'est pas dans le proactif, malheureusement. On n'est pas dans le proactif par rapport à ce changement-là ou bien à l'axe du temps. Alors, ce que font ces entités-là, par exemple, si on voit je dirais, le landscape des startups au Maroc, malheureusement, on est loin d'atteindre le niveau de performance en tant que hub. Je parle ici Maroc numérique, je parle des combinators. On est loin d'atteindre le niveau de performance ou bien de succès en termes d'indicateurs de performance que la Silicon Valley. Et malheureusement, personne ne s'est demandé pourquoi. Est-ce qu'on a besoin d'une assistance de proximité? Est-ce qu'on a besoin de plus d'accompagnement? Le savoir-faire, il est démocratisé. Les infrastructures financières, nous avons des infrastructures qui sont assez solides, qui sont assez robustes. Je dirais l'aspect réglementaire, il est assez flexible ici au Maroc. Pourquoi ça n'arrive pas à réussir? Pourquoi ça n'arrive pas à réussir? Alors, tout simplement parce qu'on est en train de subir. On est en train de subir les choses. On attend que Internet arrive pour pouvoir dire nous allons digitaliser quelque chose. Nous attendons l'invention de Facebook, des réseaux sociaux, pour dire nous allons embaucher un community manager et pouvoir digitaliser notre business, notre image de marque. Et ça ne marche pas comme ça. Alors, la différence entre nous et la Silicon Valley ou bien les différents hubs, que ce soit en Asie, à Dubaï ou bien en Europe, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont sur la pointe technologique. La technologie, elle est là.
Et je vais vous montrer comment ça marche, parce que dans ce landscape dans lequel on est en train de subir, c'est vrai qu'il y aura des sociétés qui vont réussir, mais il ne faudrait pas raisonner une seule société, il ne faudrait pas raisonner ma société. Je dirais, si j'ai une société aujourd'hui, si j'ai une start-up, je vais évaluer son risque. Mais il faudrait penser à tout le tissu industriel et économique marocain. Du coup, il faudrait faire une transition qui est plus générale. Dans ce landscape-là, dans lequel nous allons attendre une technologie pour pouvoir réagir, il y a un risque. Et le risque, on l'a déjà expliqué avec cet effet domino. Donc, si vous permettez, si Haroun, ça m'interpelle ce que vous dites là, parce que c'est très important ce que vous dites. Donc, Oui. aujourd'hui, on n'a pas vraiment, effectivement, on n'arrive pas encore à voir la Silicon Valley qu'on aurait aimé Oui, exactement. au Maroc, tout à fait. Alors que, paradoxalement, quand on lance des initiatives comme ça, isolées pour trouver des solutions innovantes, le cas qui a été fait pour le Covid, on a eu des réactions, il y a eu des jeunes qui ont fabriqué des choses, qui ont inventé des choses, qui ont mis en place des appareils de respiration ou d'autres choses pour lutter contre le Covid. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que justement il faudrait qu'il y ait comment dire, cette volonté, une très grande volonté de par, je dirais, une volonté politique, je dirais carrément, pour justement pousser à la création de ces Silicon Valley, parce que je pense que l'innovation, on l'a, la jeunesse, on l'a. Donc, il faudrait peut-être arriver à mixer ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben oui. Vous avez très bien expliqué la situation actuelle. Juste pour parler, parce que si on a ouvert cette parenthèse-là, je connais la majorité des personnes qui ont travaillé sur, je parle ingénierie, réponse au Covid. Donc, je connais des personnes, je connais des individus, et j'ai participé à des projets personnellement. Je participais à des projets de respirateurs artificiels. Je parle respirateur, non pas seulement un ventilateur. Nous avons collaboré avec des entités internationales pour prendre tout ce qui est aspect réglementaire, le standard international. Vous avez parfaitement raison. Je dirais, la jeunesse, on l'a. Le capital humain, on l'a. Le savoir-faire, on l'a. Mais ce qu'il faudrait, c'est avoir des instruments, je dirais, financiers, réglementaires, pour pouvoir diriger les choses. Donc, c'est vrai que les réponses ou bien les efforts individuels, ils vont pouvoir réussir à attaquer une part de la problématique, mais nous avons besoin d'une dynamique qui est globale, qui est plus englobante. Et hier dans une conférence de la PEBI, donc, Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami avait dirigé un message à l'ensemble des acteurs qui sont dans le numérique, et il a dit un point très intéressant, un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il a dit que les industriels ont besoin d'accompagnement, un accompagnement de près. C'est-à-dire, si vous êtes un acteur, quel que soit votre métier, un acteur dans le digital aujourd'hui au Maroc, donc, essayez d'approcher d'une façon locale. C'est-à-dire, si vous êtes acteur sur Casablanca, ayez de la dynamique avec les entrepreneurs sur Casablanca. Si vous êtes à Fès, essayez d'approcher les personnes qui sont à Fès pour pouvoir dynamiser les choses. Et je crois que cette façon-là de voir les choses, cette arborescence délocalisée, va offrir plus de dynamique. On ne va pas avoir des personnes qui vont faire des efforts sans communiquer dans un hub qui est réuni et qui est dirigé vers un seul sens. Ça, d'un côté. Et deuxièmement, je crois que vous l'avez vu sur LinkedIn, il y avait un message personnel. Je ne sais pas si c'est un message officiel ou pas, mais je n'ai pas vu la crédibilité des choses, mais je comprends. Dans un message, Moulay Hafid Al-Alami avait dit que aujourd'hui au Maroc, nous sommes en train d'importer des lits, nous sommes en train d'importer des tables, nous sommes en train d'apporter des choses que nous sommes capables de produire nous-mêmes. Et si je vous ai donné un exemple aujourd'hui d'une unité de fabrication de voitures qui sont exportées à travers le monde avec un standard qui est exceptionnel. Et quand je parle ici voiture, croyez-moi,
ce n'est pas seulement l'assemblage. Je sais très bien que les cerveaux dans les voitures autonomes sont conçus aujourd'hui à Casablanca. Il y a des programmeurs qui sont assez intelligents, des jeunes qui sont assez dynamiques, des entreprises, des sociétés, c'est vrai qu'elles sont délocalisées dans la majorité des cas, qui sont en train de produire des cartes électroniques pour conduire des voitures autonomes. Et M. Gomez, le directeur général de ST Microelectronics, avait dit que, bon, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais ça dépasse les 90%. Ça dépasse les 90% des composants que produit ST Microelectronics aujourd'hui à Moscou sont exportés malheureusement, exportés directement. Donc, il n'y a pas cette transition-là entre valeur ajoutée et je dirais, acteur final. Et pour le cas de ST Microelectronics, croyez-moi, donc d'après ce que j'ai vu dans la communication officielle, ils ont eu un partenariat avec un grand fabricant de voitures autonomes américain. Donc, je ne vais pas citer le nom de la société, mais vous la connaissez. Il n'y a qu'un seul acteur leader dans les voitures du futur, carrément. Et ces composants-là sont produits ici à Bouskoura. Malheureusement, nous n'avons pas le lien entre Bouskoura et les États-Unis ou bien cette voiture autonome. Donc, nous avons besoin de voir notre supply chain, et ça, c'est un volet à part qu'on pourrait discuter dans une autre conférence, peut-être. L'aspect supply chain, l'aspect collaboration, et je crois actuellement qu'on a la technologie nécessaire pour pouvoir faire les choses facilement, je dirais rapidement. Parce que vous avez Internet, vous avez des designers, vous avez des concepteurs, des programmeurs, nous avons des écoles d'ingénieurs qui sont en train de produire de la compétence. Moi-même, je suis enseignant, je suis en train d'enseigner ces ingénieurs-là, je sais très bien ce qu'ils sont capables de faire. Nous avons de la matière, nous avons un capital humain qui est très important. Et il faudrait être intelligent par rapport à cette situation actuelle. Et comme vous avez dit, Madame Souad, il faudrait penser à restructurer les choses. Et je crois que des instruments, je parle instruments, vont pouvoir canaliser les choses vers une dynamique plus importante. Très bien, donc merci ça, beaucoup. à ce point-là. Merci. Excellent. J'ai quelqu'un, excusez-moi, j'ai Madame Kilsom Hosni qui a levé la main tout à l'heure, elle voudrait intervenir. Madame Hosni, on la prend. Donc, Madame Hosni, votre micro est activé, il suffit de l'activer de votre côté. Madame Kilsom. Madame Kilsom. Je crois qu'elle est en train d'écrire. Oui. Je l'ai activé de ma part. Il faudrait juste que vous l'activiez chez vous. Hein. Oui. Oui, Madame Kiltom. Sinon, peut-être on continue et puis on lui donnera la main après pour parler. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait reprendre, Madame Souad? Oui, justement. Allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Allez-y. On prendra la question après. Alors, pour les participants, si c'est possible d'écrire les questions sur la messagerie, je crois que Madame Souad va pouvoir les récupérer par la suite. C'est bon? D'accord. Alors, dans cette optique-là, parce que ça, c'est un modèle sur lequel j'ai travaillé personnellement, le risque, il est élevé si on attend les choses, si on veut subir. Ben, c'est vrai qu'on a pu réagir face à la pandémie, on va réagir face à d'autres événements qui vont venir par la suite. On sait très bien que les Marocains, ils ont cette dynamique-là, donc on est capable de réagir. Je pense qu'il serait plus intéressant je dirais, d'agir. Donc, il est plus intéressant d'agir et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, la raison est très simple. Donc, on va prendre un exemple de Uber. Donc, Uber, c'est équivalent à ce qu'on a ici au Maroc. Donc, on avait Uber, maintenant on a Careem. Donc, Uber, Lyft, ce sont des acteurs qui font la même chose, des acteurs dans le transport urbain. Et si on voit ici la croissance de l'activité, c'est-à-dire, je prends ici un indicateur brut, je ne prends pas argent ou bien un indicateur qui est synthétique, c'est un indicateur brut classique, c'est daily trips, le nombre de voyages quotidiens. Alors, regardez, Uber, c'est en croissance, Lyft, qui a épousé le même modèle, est en croissance,
Mais le nombre de taxis, les taxis qui existaient auparavant, les taxis jaunes qui sont très fameux à New York, regardez le nombre des voyages quotidiens. Et je ne voudrais pas voir ce type de graphe, c'est-à-dire nous aurons des acteurs externes malheureusement qui vont intervenir ici au Maroc, profitant de cet aspect technologique-là, et voir des sociétés marocaines ou bien des activités purement marocaines en train de subir les choses. Parce que dans cet aspect-là, c'est une course. C'est une course et le premier va gagner la plus grande part du marché. Du coup, on propose ce modèle-là, bien ce modèle dans lequel nous avons une dynamique plus importante. Alors, au lieu d'attendre des événements, c'est-à-dire Covid, Internet, technologie, intelligence artificielle, délocalisation, au lieu d'attendre cet événement-là, ou bien quel que soit l'événement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que les disruptions sont des événements exceptionnels. On n'est pas dépendant de ces disruptions-là. Nous avons les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir créer nos propres disruptions. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un big shift, ou bien une transition de l'état actuel à un état dans lequel nous avons adopté cette technologie-là. L'équation est très simple. On a une nouvelle technologie, on va l'adopter. On va être les premiers à l'adopter. Nous avons le digital, on va faire la transition. On va être sur la frontière. Et si on est sur cette frontière-là, vous allez voir qu'on va percevoir l'effet qu'on appelle le big boom. Vous allez voir des disruptions dans des secteurs définis. Et souvent, ces disruptions-là, ça commence par le digital, le numérique, le télécom, et ça commence à se dissiper dans les autres secteurs. Et du coup, vers la fin, ça va toucher des secteurs qui sont très classiques. Secteur minier, les secteurs primaires, ça touche carrément les secteurs primaires. Et du coup, vers la fin, si on avait fait cette transition-là, disruption occurs frequently in all areas of vast interconnected ecosystem. Quand on va créer des écosystèmes dans lesquels nous avons des disruptions, chaque écosystème, il a ses propres caractéristiques. Je pourrais citer des écosystèmes qu'on pourrait adapter directement ou bien lancer directement ici au Maroc. Je parle de ces industries aéronautiques, l'industrie automobile, le secteur minier, il est en train de travailler sur cette matière-là. Je parle transport urbain, on est capable de faire ça. Donc, il y a un ensemble, le e-commerce, on est capable de faire ça. Du coup, au lieu de subir les choses, il serait plus intéressant et plus intelligent de notre part, en tant que Marocain, je parle en tant que société marocaine, de réfléchir à cette transition autrement. Et du coup, si on épouse ce modèle-là, nous allons limiter le risque de 1, parce qu'il n'y aura pas des acteurs qui vont être disqualifiés de ce jeu-là. Donc, on va collaborer ensemble pour pouvoir faire la transition. Et de 2, ça touche toute l'industrie. Vous imaginez une puissance économique dans laquelle nous avons une synergie. Et si on a ce modèle-là, si on arrive à lister ce modèle-là, je crois que l'ensemble des acteurs qui vont intervenir par la suite, je parle ici des startups par exemple pour donner un exemple, nous allons avoir un modèle qui est identique à la Silicon Valley. Parce que vous avez un écosystème financier, technologique, infrastructure, des instruments, de la réglementation, des zones industrielles, du digital, qui est dans des écosystèmes qui sont connectés, qui sont de proximité. Du coup, ça va limiter grandement le risque pour notre économie nationale et ça va toucher toute l'industrie, tous les acteurs. Et je crois qu'on va atteindre des indicateurs synergiques, des indicateurs, je dirais, synthétiques plus synergiques. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est ça ma proposition. Et les solutions qu'on pourrait adopter sont très simples. Et c'est ça ce qui est avantageux avec cette industrie 4.0, c'est que Smart Factory, ce n'est pas très difficile à faire. Les systèmes autonomes, ce n'est pas très difficile à faire. Et nous avons, comme a dit Mme Soaed, la compétence pour pouvoir le faire. D'ailleurs, on le fait aujourd'hui au Maroc. Nous sommes en train de le faire. Pourquoi on fait ça et on l'exporte, je ne sais pas. Pourquoi on fait ça et on l'exporte à 100%? Je crois que j'ai lu dans la messagerie ici, je crois qu'il y a une personne qui a corrigé il a dit 99,9%. C'est Ali. Il a dit 99,9%. Alors que le besoin, il est marocain
Marocain, le besoin, il est immédiat. Nous avons malheureusement des sociétés qui veulent faire la transition, mais qui ne savent pas comment la faire. Alors qu'il y a d'autres sociétés qui sont proches, ou bien qui sont géographiquement proches de ces sociétés-là, qui sont en train d'exporter cette expertise à l'étranger. Tout à fait. On perd cette synergie, malheureusement. On perd cette synergie. D'où la question de Madame Kiltoum, qui avait un problème en fait technique. Elle a posé la question par écrit. Justement, elle demande. Ma question est la suivante. On vient de voir la réussite des entreprises américaines qui cartonnent sur tous les niveaux. Pourquoi nous, sociétés marocaines, on n'arrive pas à atteindre les mêmes résultats, vu que vous venez de confirmer que nous avons tous les moyens? Ça répond un peu. Oui, je crois qu'on avait répondu à la question avant de la dire. Oui, je crois que. J'espère, Madame Culture, que ça répond à votre question. Du coup, il s'agit de connecter les choses, d'allier. Vous savez, la question classique d'offre et demande, on n'arrive pas à la faire aujourd'hui parce que la technologie, elle est étrangère. Et la technologie, la technologie, dans ce cas-là, elle est extraterrestre pour nous, en tant que tissu industriel marocain. Du coup, on prend cette technologie-là, on gagne de l'argent, on l'exporte, alors que notre voisin, il a besoin de cette technologie-là. Du coup, on perd toute cette dynamique-là. On la perd. La dynamique qu'on voit dans ce graphe-là, on la perd. Malheureusement, ce qui arrive ici au Maroc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Quel que soit le secteur, vous allez voir un leader qui va profiter de cette disruption-là et qui va écraser la compétition. C'est vrai qu'il va gagner, mais en tant qu'écosystème industriel et en tant que puissance économique, il faudrait repenser les choses. Je crois que c'est dans notre culture de voir les choses en tant qu'écosystème. Du coup, on est apte, on est capable de faire ça. Je crois qu'il y a une autre question concernant cet aspect-là, avant qu'on passe à comment faire les choses. Voilà, en fait, j'ai deux questions en fait sur Facebook depuis tout à l'heure. Donc, j'ai Monsieur Abdel Meziane qui demande justement, il voudrait avoir des actions concrètes secteur par secteur au niveau du Maroc. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'agriculture, pour la pêche, pour les mines? Quelle plateforme pour mettre en valeur le Made in Morocco digital? Exactement. Alors, nous allons voir ça par la suite dans des aspects ou bien des use cases. Voilà. J'ai essayé de lister des use cases qui sont assez spécifiques. Et il y a Kautar Rossi justement qui complète en disant, est-ce qu'on peut avoir, alors qu'est-ce qu'il dit, est-ce que nous avons des exemples, modèles de réussite comment vous appelez ça? Disruptif. Disruptif digital au Maroc. Est-ce qu'on a justement des cas de réussite? Donc je pense que c'est la suite de c'est ce que vous allez expliquer là. Oui, nous avons des cas de réussite, mais malheureusement, ces sociétés ne sont pas 100% marocaines. Ce sont des sociétés qui ont démontré que ce modèle-là, il a fonctionné ailleurs. Je prendrai Glovo au Brésil. Donc, c'est le même, je dirais qu'ils ont compris que ça va être très faisable au Maroc. Du coup, ils ont délocalisé les choses, activités. Vous pouvez voir que ça a commencé doucement au début. Et ils ne savaient pas comment adapter l'offre à la demande. C'est quoi l'offre? Qu'est-ce qu'on va donner comme service? Il y a, je crois, Jumia qui a réagi rapidement lorsqu'elle a vu Glovo intervenir dans ce secteur-là. Et elle a donné une offre qui est plus intéressante. Et je crois actuellement malheureusement, il y a des petites entreprises qui ne dépassent pas ce gap-là. Du coup, lorsque ça commence à rapporter de l'argent, on n'innove plus. Du coup, nous avons un site e-commerce, ça rapporte de l'argent, je ne vais pas faire quelque chose de supplémentaire. Et je crois que la discussion, nous allons la voir dans les grandes surfaces. Je citerai, bon, vous connaissez les grandes surfaces. Il y a cet aspect e-commerce, il y a cet aspect grande surface. Et croyez-moi, les grandes surfaces devraient s'adapter à ça. À l'heure qu'on est en train de parler, Amazon, le plus grand leader dans tout ce qui est warehousing, grande surface et e-commerce, est en train d'offrir une solution pour automatiser, offrir des caméras intelligentes pour les grandes surfaces. C'est-à-dire, vous avez une personne qui va entrer dans votre magasin, prendre ce qu'elle a acheté et sortir, et tout va se faire d'une façon digitalisée. C'est-à-dire, à travers votre téléphone portable, vous allez recevoir votre facture et ainsi de suite. Du coup, je crois que le secteur qui va être affecté par la chose, c'est le secteur du commerce.
Et malheureusement, j'attendais que, bon, je ne dirais pas que j'attendais le Covid, malheureusement, j'attendais que ces personnes-là réagissent de la même manière avec laquelle les ingénieurs ont répondu au Covid. Du coup, les grandes surfaces n'ont pas pris les choses comme on le voit ici dans ce graphe-là. Et ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est la livraison. Oui. Ce n'est pas assez. Ce n'est Oui. pas assez. À l'heure actuelle, je n'ai pas une application sur mon téléphone, Marjan, Carrefour, quelque chose comme ça, dans laquelle je pourrais acheter des choses. Je pourrais faire mes courses. Oui. Je n'ai pas cette application. Oui. Je pense qu'ils sont en train de le faire, justement. Ils ont pris Oui, conscience, effectivement, puisqu'ils ont commencé dans un premier temps à livrer leurs produits exactement. via l'offre. Donc, c'est vrai qu'il ne faudrait pas nier l'importance dans laquelle, ou bien le rôle qu'ils ont joué dans tout ce qui est supply chain. Il faudrait comprendre que même dans ces situations de crise-là, on était capable de recevoir des choses, d'être livrés. Je crois qu'ils ont fait un grand effort. Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont veillé à faire ça. Des warehouse managers, des supply chain managers, des responsables dans les systèmes de transport. Ils ont montré que notre supply chain dans l'agroalimentaire au Maroc est assez résiliente. Et ça, c'est un point très avantageux. Très bien, c'est vrai. Très bien. On ajoute une autre question rapidement. Oui, avant de passer. Oui, alors, donc, il y a Camille qui demande, à ce que j'ai compris, on a besoin en fait de faire collaborer les deux secteurs, l'industrie 3.0 et 4.0. Et quelle serait selon vous l'entité qui pourrait faire ça? Est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai… Donc, elle a dit, si j'ai bien compris, on a besoin de faire collaborer les deux secteurs de l'industrie 3.0 et 4.0. Et quelle serait selon vous l'entité qui pourrait faire ceci? Exactement. Donc, je vais vous montrer des entités qui sont capables d'accompagner les sociétés marocaines pour pouvoir faire cette transition-là. C'est bon? Très bien. Très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait continuer? Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous avez des exemples concrets dans le domaine de l'industrie? Oui, on va voir des exemples. Voilà, Nous allons voir des exemples. Alors, juste parce que maintenant, puisqu'on a compris comment ça marche, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Du coup, actuellement, l'industrie 4.0, elle a un besoin ici au Maroc et nous allons essayer de détailler l'offre, détailler qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, première des choses qu'il faudrait faire, ou bien première des choses, parce que nous sommes en train de faire une métamorphose assez profonde. Première des choses, il faut évaluer son état de readiness, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêt pour faire cette transition ou pas. Je citerai toujours la phase dans laquelle le tissu industriel marocain était en train d'informatiser ses systèmes. Et je le dis toujours par rapport aux personnes qui veulent informatiser leur activité, on ne peut pas informatiser quelque chose qui n'existe pas. Du coup, si on prend par exemple la gestion de production, si vous n'avez pas une gestion de production qui est efficace et vous allez décider de la digitaliser ou bien de l'informatiser, ce que vous allez avoir, c'est un amplificateur opérationnel classique. Donc, si vous avez des défauts, ils vont s'amplifier. Si vous avez des défauts qualité, ils vont s'amplifier. Si vous avez des problèmes techniques, ils vont s'amplifier. Et ça, on ne le veut pas. Du coup, avant de digitaliser les choses, il faudrait repenser, est-ce que mon business est prêt à être digitalisé? Est-ce que c'est immédiat ou bien ça pourrait attendre? Est-ce que mon business, il est prêt à être digitalisé? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le digitaliser, tout simplement? L'analogie, elle est identique à la phase dans laquelle les personnes étaient en train d'informatiser les opérations. C'est la même. L'analogie est identique. Du coup, ce que je pourrais proposer aujourd'hui à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est un audit que nous avons établi, dans lequel nous avons établi cet audit-là dans le standard, un certain standard, dans lequel nous allons lister, donc je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aspects ou bien 6 dimensions de performance. Et une fois vous allez voir que vous êtes prêt à faire la transition, on va pouvoir guider les choses parce que ce n'est pas la digitalisation, ce n'est pas une solution miracle. Malheureusement, c'est une phase, c'est une transition, c'est un ensemble de notions à instaurer. Du coup, la première des choses que je voudrais lister aujourd'hui, c'est products and services, c'est-à-dire les produits et les services. Vos produits et vos services, est-ce qu'ils sont prêts à être digitalisés? Et ça, c'était une astuce assez simple.
Les sociétés qui ne sont pas marocaines, je citerai Samsung, je citerai Apple, je citerai des grandes sociétés, elles ont commencé à digitaliser les produits et les services avant de digitaliser le système qui produit ces services-là. Du coup, pour les acteurs marocains, il serait plus intéressant à réfléchir et à penser à des produits, à des services qui sont digitaux avant de pouvoir faire du rétrospective pour pouvoir digitaliser les opérations et la fabrication. Ça, c'est une astuce assez simple. Ça, c'est un raccourci pour pouvoir digitaliser les choses. Deuxième volet aussi important, ce sont les opérations et le manufacturing. Nous allons voir ça en détail. Votre stratégie et votre organisation, est-ce qu'elles sont aptes à pouvoir digitaliser les choses ou bien il faudrait apporter quelques modifications de passer. J'ai ici introduit un aspect très important, ce sont les supply chains, et ça rejoint l'idée de directeur de ST Microelectronics dans son intervention dans la conférence organisée par la PEBI. Nous avons besoin de supply chain, nous avons besoin de liens physiques pour pouvoir, je parle liens physiques et de liens business pour pouvoir alimenter les choses. Notre business model, et je crois ici que le Maroc possède assez de savoir-faire. J'ai vu des conférences organisées par le club des dirigeants dans le design thinking, dans je crois le blockchain, c'était pendant cette semaine-là. Je crois que les business models, nous avons des experts qui ont des années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience dans l'élaboration de business models. Ça va être très facile pour nous en tant que puissance économique d'adapter les business models par rapport aux spécificités de la digitalisation. Et il y a l'aspect réglementaire et légal, il y a les lois, il y a cet aspect-là de CO2 qui devrait concerner l'ensemble des acteurs. Donc, il faudrait penser à l'aspect réglementaire. Et je vais essayer de lister un ensemble. Ça, c'est un résultat d'un audit concernant les produits et les services. Du coup, chaque volet parmi ces volets-là, on va retrouver cet indicateur-là ou bien ce niveau de readiness. Ça signifie quelque chose. Alors, pour les produits et les services, est-ce que vous avez un produit qui est customisable? Ça, c'est ce que cherche le consommateur en 2020. Je ne voudrais pas quelque chose qui est généraliste. Je voudrais quelque chose qui est spécifique, qui répond à mon besoin. Regardez les voitures qui sont offertes actuellement dans le marché. Elles sont très différentes des premières Ford qui étaient produites dans l'industrie 2.0. Ce qu'on retrouve maintenant, c'est la customisation. C'est une voiture qui est intelligente, des couleurs, des options. Donc, le client moderne, il cherche de la customisation. Que ce soit dans son téléphone, dans les applications, regardez même dans la télé, la télé classique, c'était vous allumez la télé, vous regardez quelque chose, un programme. Maintenant, le consommateur, il choisit ses propres programmes. J'ai Netflix, Amazon Prime ou quelque chose comme ça, ou bien YouTube. Du coup, le consommateur, il cherche la customisation et je suis en train de détailler seulement le volet Products and Services. Il y a les caractéristiques digitales de votre produit, il y a comment vous utilisez les données, share of revenue par rapport aux produits classiques et nous avons une certaine je dirais, feuille de route par rapport à la transition concernant chaque aspect. Du coup, cet audit-là qu'on élabore pour les produits et les services, on fait de même pour les opérations, on fait de même pour votre supply chain, pour votre business model, pour votre stratégie, afin de vous montrer les éléments ou bien les maillons faibles qu'il faudrait réviser avant de penser digitalisation. Alors, ça d'un volet. Et ça, c'est un volet que je voudrais partager avec l'ensemble des personnes qui sont présentes. Je voudrais bien partager cette slide-là avec chaque industriel marocain. Alors, dans cette slide-là, j'ai essayé de réunir ce qu'on appelle les fondamentaux, bien les catalyseurs. Le web, l'Internet, le Product Lifecycle Management, le cycle de vie de produits, l'intelligence artificielle, la cybernétique, la robotique et le blockchain. Alors, à l'heure actuelle, si vous arrivez à offrir un produit ou bien un service, une solution qui va combiner 2 ou 3 de ces catalyseurs-là, vous n'allez pas seulement modifier
votre écosystème, je dirais régional, mais international. Si vous prenez par exemple Google Now ou bien les services qui sont offerts par Google, Siri, Cortana, ce sont des systèmes qui combinent intelligence artificielle, Web 3.0, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si vous arrivez à combiner les choses, vous allez pouvoir créer une certaine dynamique qui est internationale. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Alors, il y a des gens qui sont en train d'essayer de développer des solutions pour combiner entre les choses. L'exemple le plus simple, c'est, si vous vous rappelez très bien des crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est de la blockchain avec, je dirais, connecté ou bien distribué 3.0. Et ça a donné naissance à toute cette vague, je dirais, logique et financière. Et pour vous proposer quelque chose ou bien une étude de cas concrète, qu'est-ce qu'on pourrait faire au Maroc? Donc, vous allez me proposer n'importe quel produit marocain. Alors, n'importe quel produit que vous êtes en train de produire aujourd'hui, ou bien nous allons essayer d'introduire une de ces composantes-là, parce que l'ensemble des catalyseurs, ils sont connus, pour pouvoir donner un produit ou bien un service qui est plus intelligent, qui est smart, qui est digital. Et je vais vous montrer une success story de chez Nest, dans laquelle ils ont combiné le Web 3.0. Bon, le Web 3.0, c'est une appellation plus simple, c'est Internet, l'Internet récente, c'est une évolution d'Internet. L'intelligence artificielle et un thermostat. Thermostat, c'est le pupitre à travers lequel vous êtes en train de commander votre climatisation ou un chauffage domestique. Du coup, cette interface-là, si vous vous rappelez bien des thermostats classiques, c'était des boutons, donc on les a toujours ici au Maroc, des boutons, donc soit augmenter, réduire, quelque chose comme ça. Et Nest, c'était une start-up, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait choisi un produit classique, elle a introduit de l'intelligence artificielle qui est dépendante, qui est je dirais, très répandue, et elle a introduit l'aspect connecté. Et elle a offert ces thermostats qu'ils ont appelés Nest. Bon, juste pour vous montrer comment ça marche Nest, c'est une thermostat qui est bien conçue côté utilité et je dirais design industriel. Il y a le côté, je dirais, expérience utilisateur qu'on pourrait mettre à l'avant. Deuxièmement, elle s'adapte par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de régler, augmenter, réduire. Et c'est une thermostat qui est intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'apprendre, elle est en train de s'adapter à vos habitudes. Tu pars au travail, elle commence à enregistrer. Tu rentres chez toi, elle commence à enregistrer. Le climat externe ou bien environnemental, il commence à s'adapter à ces contextes-là. Et je dirais, après quelques semaines, vous n'aurez pas besoin de régler la température interne. Ce n'est pas seulement commode, ce n'est pas seulement très agréable à utiliser, mais ça économise de l'énergie. Ça économise de l'énergie surtout pour les pays qui sont concernés par cet aspect de chauffage et de climatisation. Ça économise grandement votre facture énergétique. Et en 2014, un produit aussi simple que ça, Google avait acquéri Nest avec une somme de 3,2 milliards de dollars. Je dirais que vous avez la liste des catalyseurs. Je ne connais pas votre métier comme vous le faites si vous êtes en train de produire des choses ou bien des services, mais je vous invite à faire du brainstorming avec vos collaborateurs, à réfléchir comment intégrer les choses. Parce que c'est ça le chemin le plus court, le plus facile pour pouvoir s'adapter à cette transition-là. On ne parle pas organisation, on ne parle pas supply chain, on ne parle pas investissement, on ne va pas attendre les réglementations. Il faudrait innover de l'intérieur et pouvoir produire quelque chose que le marché va pouvoir accepter. C'est bon? Donc, oui, Madame Souad. Très bien, excellent. Est-ce qu'il y a des questions ou bien... Oui, j'ai quelques questions, si vous permettez. Alors, j'ai une réaction de Ziadi par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure sur le Covid. Il a dit, est-ce que nous ne devons pas rester bloqués sur le Covid? Le virus passager n'est pas un levier pour l'économie. Alors, l'essentiel, c'est le développement de l'économie réelle pour produire localement et assurer l'emploi. Exactement. Donc, on est en phase avec ce qu'on dit là. Oui, exactement.
Alors, j'ai la question de M. Mohamed Bouatten qui dit ici au Maroc, environnement juridique et financier ne permet pas ce phénomène disruptif. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'environnement juridique et financier permet ça ou non? Alors, je dirais, bon, je ne suis pas expert dans l'aspect juridique. Il y a des personnes qui peuvent répondre à cette question d'une façon plus éclairée que moi, mais j'ai eu une expérience concernant ou bien des interactions avec des personnes qui travaillent sur la matière. Déjà, de un, l'aspect zone industrielle, il est très bien élaboré au Maroc. Et quand je parle zone industrielle, ce n'est pas une personne qui va créer une société et il va essayer de chercher les ressources. Vous avez toutes les ressources réglementaires, financières, les collaborateurs qui sont à vos côtés. Vous avez cet accompagnement-là. Il ne faudrait pas penser, j'ai une société, je voudrais créer quelque chose, l'aspect réglementaire, ça ne me permet pas de faire ça. Il y a de très grandes facilités pendant les 10 dernières années, côté création d'entreprise, côté soutien, accompagnement. Donc, on a vu des choses qui sont exceptionnelles, je dirais, dans un standard qui est international. D'accord? Donc, je crois que l'aspect réglementaire, déjà existant, il va pouvoir encourager les choses. Mais si vous parlez de l'adaptation par rapport aux réglementations internationales, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour nous, c'est que l'aspect réglementaire international, déjà de un, nous avons un certain avantage géographique. Du coup, les réglementations, ça prend assez de temps pour pouvoir arriver au Maroc. L'exemple le plus simple, c'était côté CO2, mais il faudrait comprendre que il y a des pays, il y a des organismes, il y a des entités qui ont commencé à comprendre que le Maroc, ou bien la puissance économique marocaine, elle est en train d'aller vers une certaine synergie assez importante et à pouvoir lancer des réglementations ou bien des exigences directement. Genre, depuis le départ, tu produis ce produit-là, j'ai besoin de cet aspect-là. Du coup, côté réglementaire, je pourrais le séparer en deux parties. Nous avons l'infrastructure qui encourage, mais la réglementation internationale, les lois, je dirais les standards, il faudrait qu'on s'adapte par rapport à ces standards. L'exemple le plus simple, on a vu des jeunes qui étaient en train de produire, de fabriquer des solutions pour répondre à la situation du Covid, mais il y avait d'autres jeunes, au lieu d'avoir une réponse rapide, ils ont commencé à chercher les standards internationaux pour pouvoir exporter les choses. On est conscient de ça. Du coup, il ne faudrait pas penser seulement local. Ce monde, il est connecté. Vous produisez quelque chose ici au Maroc, vous pouvez la commercialiser directement en Inde, en Chine. La compétition, elle est internationale. Si vous êtes développeur, juste un exemple concret, si vous êtes développeur d'intelligence artificielle ici, jeune, basé sur Casablanca, votre compétition, elle est internationale. C'est bon? Donc, la solution, vous allez la commercialiser d'une façon universelle, internationale. Du coup, votre standard, il faudrait l'adapter avec le standard des marchés cibles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si Mohamed. Oui, je pense, personnellement, c'était très, très clair. Alors, je vous propose, Haroun, si vous permettez, il est déjà 15h25, on doit terminer vers moins 10. Moi, je vous proposerai, parce que j'ai encore beaucoup de questions, je vous proposerai de vous laisser terminer. Après, on prendra. Alors, j'ai ici quelques informations qu'il faudrait lire parce que ce sont des informations très intéressantes. Si vous avez une société manufacturière au Maroc, côté digital, votre entreprise elle génère au moins 1 téra de données. Ça, c'est en moyenne. Ça, ce sont des données de Microsoft, IBM et PwC. Donc, c'est en moyenne, quelle que soit la société manufacturière, 1 téra de données. Alors, ce téra de données, moins d'1% sont collectés et elles sont utilisées pour booster votre activité, malheureusement. Alors, il y a des secteurs d'activité, je dirais, je commencerai par mon secteur favori qui est la maintenance. 66% des sociétés, ou bien des usines, vont adopter la maintenance prédictive à 100% dans le futur.
Et ça, c'est technologique parce qu'on voit des machines dans lesquelles la maintenance prédictive elle est inclue dès la conception. Du coup, c'est une machine intelligente qui vous communique les choses, déjà, si vous voyez vos smartphones, c'est un exemple concret d'une machine dans laquelle il y a le prédictif. Vous voyez, donc s'il y a des erreurs, des pannes, ça vous communique. Je dirais qu'il y a un aspect très important, c'est l'aspect infrastructure. Nous avons besoin d'acteurs qui vont agir dans le IoT. Le IoT, ce sont les sentinelles, les capteurs, des capteurs qui sont connectés. Du coup, plus on a de capteurs qui sont connectés, plus on aura de données et plus on pourrait utiliser ces données-là. Et je dirais que le passage d'une usine classique à une usine intelligente, je dirais Smart Factory, va garantir en moyenne, d'après ces sources-là, 20% de productivité. Je parle ici de productivité humaine, pas seulement la productivité robotisée. Je parle ici de productivité générique. Alors, nous avons ces chiffres-là qui sont très prometteurs. Comment agir? Donc là, la question est très simple. Et ça, c'est notre proposition par rapport au secteur industriel marocain. Alors, ce qu'on pourrait offrir dès aujourd'hui, c'est qu'on pourrait vous offrir des objets connectés. Alors, parce qu'on sait très bien qu'on a une liaison directe ou bien un lien direct entre le nombre d'objets connectés que vous avez chez vous, votre domotique, en tant que personne, dans votre société, et la qualité finale de l'output, comme un système. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, une fois qu'on va connecter l'ensemble des machines, ces machines peuvent communiquer entre elles. Donc, si une machine tombe en panne, elle va dire à l'autre machine, attention, donc il faut arrêter la production, il faut réfléchir à générer un certain stock. Donc, c'est assez dynamique. Je n'ai pas besoin d'attendre l'intervention humaine. Du coup, la flexibilité de la production face à la variabilité de la demande, je pourrais la faire aux aléas de production. Donc, si j'ai une personne qui commande par Internet quelque chose, la machine va commencer la production. Ça, on est capable de le faire aujourd'hui au Maroc. Donc, une personne qui va se connecter dans mon site Internet, elle va lancer une commande à l'heure qu'elle est en train de remplir les données. La machine, elle est consciente de ce qu'elle va pouvoir produire. Ça, c'est très simple. C'est un lien direct entre deux systèmes qui sont cyberconnectés. Alors, il y a un côté dans lequel nous sommes en train de travailler. J'ai vu des équipes qui sont en train de travailler sur la cobotique et les exosquelettes. D'ailleurs, personnellement, je suis en train de travailler avec un designer marocain sur un robot médical pour assister les patients, c'est-à-dire il va aider le médecin pour faire le diagnostic. Du coup, on n'aura pas besoin de mettre le médecin en risque par rapport à la situation actuelle parce qu'on a compris quelque chose, c'est que les systèmes de santé sont très fragiles. Nous, les industriels, on comprend côté charge-capacité, mais on l'a compris malheureusement avec cette pandémie de Covid. Alors, on pourrait offrir des solutions de fabrication additive. La fabrication classique est toujours là, mais nous avons une nouvelle méthode pour fabriquer les choses et nous avons des aspects de digitalisation, intelligence artificielle et tout. Pour voir des exemples concrets, donc ça, c'est le landscape, c'est ce qu'on pourrait offrir ici au Maroc. J'ai essayé d'écarter des éléments qu'on ne pourrait pas faire. Il y a un aspect très important que j'ai omis ici, c'est la réalité virtuelle pour faire la formation et la maintenance. On est en train de faire ça ici au Maroc. J'ai vu des exemples concrets de personnes qui sont en train de faire ça. Oui. Et oui, alors, ça, c'est le landscape. Ça, ce sont les acteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler. Ça, ce sont les acteurs internationaux. Et il faudrait comprendre que vous n'êtes pas limité ou bien contraint à travailler avec votre voisin. On n'a pas vraiment besoin de chercher un collaborateur parce que j'ai une société à Casablanca, j'ai besoin d'un intégrateur à Casablanca. Si j'ai besoin d'un serveur, je pourrais l'acheter chez Amazon Web Services ou bien de chez Google. Si j'ai besoin, bon, je vais essayer de limiter les choses par rapport à ce qu'on pourrait faire au Maroc parce que le landscape, il est immense. Si j'ai besoin d'une infrastructure, nous avons accès à cette infrastructure-là. Et bien sûr, nous pouvons agir en tant qu'interface pour pouvoir lier, je dirais aux investisseurs, que vous avez la possibilité d'investir dans des sociétés qui vont faire le lien entre ces personnes-là, ou bien ces entités qui offrent l'infrastructure et les sociétés marocaines. L'exemple le plus simple, ce sont les intégrateurs. On connaît tous les intégrateurs. C'est juste que l'intégrateur classique, ça a intégré une certaine fonction. Maintenant, nous avons la gouvernance de données, les bases de données, nous avons le streaming, nous avons le GPU, le cloud, le calcul et tout. Donc,
Donc, il y a vraiment un grand potentiel qu'il faudrait exploiter dans cet aspect-là. Donc, si vous êtes investisseur, infrastructure, vous pouvez prendre ça en capture directement et pouvoir créer une société, une entreprise qui va faire le lien entre cette infrastructure-là et ce qu'on a ici au Maroc. Deuxième volet, c'est le end, c'est la finalité, qu'est-ce qu'on essaie de chercher. Donc, nous avons des applications, que ce soit dans sales, marketing, le marketing B2C ou bien B2B. Vous avez des applications industrielles, gouvernementales, dans l'éducation, dans l'universitaire, dans le transport. Donc, on est capable de reproduire ces modèles-là ici au Maroc. Ce sont des modèles qui ont prouvé leur efficacité qu'on pourrait faire au Maroc. Et je dirais qu'on a le potentiel et le facteur humain, je dirais le capital humain pour faire ceci. Parce que, croyez-moi, je pourrais dire que pour l'ensemble de ces acteurs-là, vous allez trouver un Marocain qui est en train de faire quelque chose. Je suis sûr et certain que vous allez retrouver qu'il y a un Marocain qui est en train de développer de l'intelligence artificielle pour une voiture, de la reconnaissance visuelle, de quelque chose, une solution. Que ce soit en monétique, en financier, en aéronautique, ils sont en train de faire les choses. Et récemment, on a pensé avec un ensemble d'experts à réunir un certain hub d'experts internationaux en intelligence artificielle, c'est-à-dire des Marocains qui sont éparpillés à travers le monde pour pouvoir faire quelque chose pour notre pays. Alors, les activités cibles, pour concrétiser les choses. Là où vous avez une activité, c'est une activité que vous pouvez robotiser dès demain. Bien sûr, les niveaux de robotisation, ils sont différents d'une activité à une autre, bien sûr. Alors, on pourrait avoir ou bien commencer par un capteur qui va vous remonter marche-arrêt, qui va vous faire un tableau de bord visuel, qui va aider les opérateurs à avoir plus d'informations, quand vous pouvez avoir des unités qui sont 100% robotisées. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train, des Marocains, qui produisent des robots et les exportent pour des sociétés internationales. Du coup, on est capable de faire le chiffre directement. C'est très direct. Alors, on pourrait offrir quelque chose dès aujourd'hui, c'est qu'on pourrait faire tout ce qui est training ou bien quality control. Du coup, si vous avez un ensemble d'opérateurs ou bien d'agents dans lesquels, ici c'est un exemple concret de chez Audi, dans lequel nous avons un opérateur qui est en train d'agir sur un élément, et nous avons deux choses. Donc, si vous êtes acteur dans le secteur automobile, il y a l'aspect école de dextérité, donc très commun, très connu chez les acteurs industriels. Donc, cette école de dextérité, c'est un opérateur qui revient à chaque fois ou bien d'une façon périodique à une école de dextérité pour augmenter la cadence ou bien acquérir de nouveaux skills. Du coup, on pourrait utiliser ces systèmes, c'est-à-dire un écran, ça c'est une capture de l'écran, d'accord? C'est une application qui guide l'opérateur pour pouvoir faire un apprentissage, c'est un apprentissage autonome. C'est-à-dire l'opérateur, il interagit avec l'écran. Alors, nous avons ici une caméra en haut qui utilise un logiciel qui est open, c'est-à-dire robuste. Nous n'avons pas des problèmes de sécurité, nous n'avons pas des problèmes je dirais, de security breach. Et vous avez de l'intelligence artificielle. Et si l'opérateur arrive à oublier les choses, du coup, l'interface lui montre qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est très utile et c'est très facile. Ça demande seulement un écran, une caméra. Un écran, une caméra et prendre les gammes opératoires, c'est-à-dire les gammes opératoires classiques, et on va les intégrer dans le logiciel. C'est bon? Et du coup, l'opérateur, il est conscient des opérations à faire et on pourrait utiliser ça pour le quality control, carrément. Et déjà, je crois s'il y a des industriels qui sont dans tout ce qui est agroalimentaire, ils sont conscients que cette application est très facile à faire. Déjà, c'est largement utilisé au Maroc dans l'agroalimentaire. Donc, des caméras très puissantes à très grande vitesse qui arrivent à pouvoir détecter les erreurs. Parce que côté agroalimentaire, on a un petit peu de l'avance par rapport à la digitalisation des choses, surtout quality control. Ici au Maroc, le quality control côté agroalimentaire, c'est très bien établi. Ça, c'est une première application, bien use case ou bien un cas concret. Deuxième application, donc pour les décideurs,
on pourrait offrir la Product Lifecycle Management ou bien la Supply Chain 2.0. C'est-à-dire, si vous avez une intégration qui était horizontale, on pourrait faire une intégration qui est verticale et vice-versa, donc des intégrations dans les deux sens. Et nous avons ici le PLM qu'on pourrait adapter directement à votre cycle de vie de produit. Bon, je cite des exemples qui sont très concrets parce que côté organigramme, on voit ici le côté intégration. Donc, ça s'adapte avec le RP, ça s'adapte avec les systèmes MES ou bien management des opérations. Votre système, quel que soit le système supply chain management, votre clientèle à travers le CRM, votre ERP existant. Et ici, on pourrait même étendre les choses vers les supplier relationship management. Du coup, ici, nous avons cette question-là d'intégration PLM. Donc, nous avons des solutions existantes qu'on pourrait adapter directement pour, je dirais, éliminer ce gap-là entre idée, conception et produit fini. Parce qu'on sait très bien que ça coûte cher pour prototyper des choses, ça coûte très cher pour développer des produits et des solutions. Et du coup, on est capable d'utiliser de l'impression 3D. Maintenant, on peut imprimer tout. On peut imprimer directement du métal. D'accord? Et ça se fait aujourd'hui dans la zone industrielle de Noissa. Donc, ça se fait. Il y a des sociétés en aéronautique qui sont en train d'imprimer, de prototyper des pièces fonctionnelles en métal. D'accord? Et la conception peut se faire à Bouskoura, à Tanger, donc d'une façon délocalisée. Du coup, ça répond à une problématique qui est très importante. Deuxième volet aussi intéressant, c'est qu'on pourrait faire des simulations. Ça va vraiment limiter les charges ou bien les charges liées au développement et la conception de produits. Vous pouvez faire des simulations dans n'importe quel aspect à travers des logiciels spécifiques. Du coup, depuis vous avez votre idée, la PLM, depuis l'idée au lancement du produit, on pourrait bridger ce gap-là pour pouvoir lancer votre produit au marché. Et ça ne touche pas seulement le produit, ça touche même les opérations. Donc, nous avons une certaine expertise pour optimiser les opérations à travers l'intelligence artificielle. Du coup, nous avons des solutions qu'on pourrait offrir dès demain aux différents partenaires pour pouvoir optimiser les opérations. Je parle administration publique, je parle grande surface, je parle industrie, je parle opération, je parle manufacturier et warehouse. On pourrait optimiser les opérations grâce à l'intelligence artificielle. C'est très simple, c'est très forward. Alors, ça, c'est le deuxième volet ou bien le point concret sur lequel nous avons des projets dans lesquels nous avons démontré que c'est faisable et ça a rapporté de l'argent et c'est très facile à reproduire avec les différents clients futurs. Alors, ici, il y a un point, je crois que ça va être présent dans les questions, c'est l'aspect sécurité de l'information. Parce qu'on est en train de parler information. Donc, sécurité de l'information, nous avons des robots, vous avez du big data. Donc, si vous avez un pirate qui va accéder à votre usine intelligente, il pourrait arrêter carrément la production. Ou bien il pourrait mettre en danger vos acteurs ou bien vos opérateurs. Donc, imaginez que vous avez une machine. Donc, imaginez que vous avez une machine qui est en train ou bien un opérateur qui est en train de faire une intervention maintenance dans une machine à l'arrêt et vous avez un pirate qui va démarrer la machine. Et ça met en risque nos acteurs et notre capital humain. Donc, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect données financières, il y a l'aspect knowledge management, il y a beaucoup d'aspects qui sont en risque par rapport à cette digitalisation-là. Du coup, nous avons des acteurs, heureusement, au Maroc, qui ont des dizaines d'années d'expérience dans tout ce qui est système de sécurité. Alors, l'aspect sécurité ou bien cyber security, il est très important. Et ce qui est très prometteur, c'est que nous avons vu récemment des jeunes, c'est-à-dire la nouvelle génération, qui sont en train de représenter notre pays dans des compétitions internationales et de gagner des prix. Ça nous rend très fiers et ça prouve que d'ici quelques années, nous aurons des systèmes ou bien un tissu cybersécurité qui est plus robuste. D'accord? Parce que c'est ça ce qui pose risque à l'industrie 4.0. Alors, je voudrais présenter quelques aspects qui sont offerts par une société marocaine qui s'appelle HipFault, qui a une extension internationale ou bien des clients internationaux. Donc, HipFault, c'est pour juste faire le lien parce que si
nous avons un besoin marocain et on a des sociétés qui externalisent leur offre ou bien qui exportent cette offre-là. Donc, ils font tout ce qui est audit, sécurité, ils font tout ce qui est security management, conseil, ils peuvent détecter les vulnérabilités dans les systèmes. D'ailleurs, chez nous, on fait appel à ce partenaire-là lorsqu'on conçoit notre système, parce que ce sont des experts dans les systèmes. Il faudrait comprendre que la sécurité ne touche pas seulement votre téléphone portable, ne touche pas seulement votre PC, ça touche les serveurs, ça touche les automates, ça touche des robots. D'accord? Et on a eu une bonne expérience avec cette entité-là dans tout ce qui est évaluation de tout ce landscape. Croyez-moi, tout ce ici. C'est-à-dire AI, machine learning, digitalisation, machine. Donc, ils peuvent vous donner les choses à régler dans votre machine pour que vous puissiez démarrer votre production. Donc, HipFault. Donc, ça, c'est pour info-hipfault.com si vous avez besoin d'informations. Parce que moi, je ne suis pas expert sécurité. Par contre, mon expertise, ça touche les systèmes de transport, les green logistics. Et ici au Maroc, nous avons la possibilité. C'est un champ de travail qui est très prometteur. Donc, nous avons des systèmes de transport qui sont assez consistants. Du coup, nous avons le tramway, nous avons des taxis, nous avons des sociétés qui font comme Carim, les choses qui sont délocalisées. Et l'idée dans les transports intelligents, c'est que pas seulement ces systèmes vont interagir entre eux, mais la ville aussi. C'est-à-dire la ville, c'est un système intelligent, c'est un grand écosystème qui peut connecter l'aéroport, par exemple, le port, les activités logistiques, le train, le tram, et ainsi de suite, pour avoir plus de fluidité dans les villes. Parce que pour les gens qui sont sur Casablanca, vous savez que c'est un problème permanent, la congestion. C'est un problème permanent, ça crée beaucoup de problèmes, que ce soit côté santé, côté problème, côté logistique, côté économique aussi. Donc, avoir plus de fluidité dans les opérations de transport, ça conduit directement à une fluidité dans les opérations logistiques, ce qui va induire une meilleure rentabilité des opérations économiques. Ça, c'est un volet très pertinent qu'on pourrait travailler là-dessus. D'ailleurs, oui. Oui, excellent. Effectivement, je pensais à ça. Pourquoi pas avec l'agence urbaine de Casablanca. Exactement. Oui, c'est excellent, ça permettra de résoudre tous les problèmes. On a nos sociétés sur Casa et je vous assure que c'est juste pour vous dire, parce que vous pouvez nous contacter directement, je crois que dans les jours à venir, je vais mettre en open source une solution pour les systèmes de routage interurbain, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville. Du coup, si vous êtes acteur dans la matière, vous pouvez télécharger cette solution-là, travailler avec. Ce n'est pas comme Google, qu'on appelle ça Google Maps, ce n'est pas comme Waze. C'est vraiment, vous prenez votre flotte, vous la mettez dans le logiciel et ça vous génère les opérations. Ça prend des données satellites, ça vous génère tout. Et ça, on va le mettre directement en ligne, gratuitement pour les différents opérateurs. Donc, nous allons voir la réponse de tout ce qui est évaluation sécurité, audit sécurité. On va lancer cette application d'une façon gratuite parce que le besoin, ça nous touche en tant qu'individu. Moi, ça nous touche personnellement. Et s'il y avait plus de flexibilité par rapport à ces opérations, ça va être extraordinaire. Et l'idée ici, c'est que l'intelligence artificielle est capable de faire ça. Juste un algorithme puissant en intelligence artificielle, il pourrait gérer toute votre flotte logistique. Et ça prend quelques secondes. Alors, ça, c'est un use case côté transport et logistique urbaine. Bien la tendance Green Logistics. Déjà, j'ai vu dans le programme des conférences, je crois qu'il y avait un conférencier qui avait intervenu sur le côté Smart Cities. Oui. Donc, j'invite les personnes qui veulent se documenter sur la matière à regarder cette intervention-là. Du coup, ça touche cet aspect-là. Moi, je parle ici use case, application, tout ce qui est possible. Application directe citoyen, c'est clair. Exactement, direct, ça touche le citoyen, ça touche son état de santé, les systèmes. Imaginez, vous avez un camion qui transporte des matières nocives, d'accord, et qui va, parce qu'on les voit, ça circule directement dans la ville. Et ça, c'est très dangereux pour les citoyens. Et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, même services publics, ils sont pénalisés par ce problème de congestion à Casablanca. Les services publics, c'est-à-dire quelque chose de fondamental pour le citoyen. Alors, il y a ce volet-là parce que je voulais parler, puisqu'on est en train de montrer les choses ou bien profiter de cette situation exceptionnelle dans laquelle
L'ingénieur, il est ici pour servir le médecin. On a vu ça. Il y a le prototypage rapide. Du coup, prototypage rapide, on pourrait l'utiliser pour fabriquer les choses, pour montrer à mon client à quoi ça va ressembler le produit fini, pour tester, pour faire des simulations, concevoir et beaucoup de choses. Je peux concevoir des produits qui sont fonctionnels. Ça ne coûte pas aussi cher qu'on peut l'imaginer. Du coup, ça coûte rien de produire des choses. D'ailleurs, on a vu des masques, on a vu des composants qu'on intègre directement pour une utilisation à large échelle. Il y a un aspect qui est très limité. Et j'invite les médecins ou bien les experts qui travaillent sur la matière, parce qu'on a eu des expériences avec les gens qui travaillent sur le domaine dentaire. On peut concevoir des impacts, parce que ça, c'est spécifique. Alors, il y a à l'heure actuelle qu'on est en train de parler, nous avons l'expertise pour faire ceci, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est possible de le faire ici au Maroc côté médecine, c'est-à-dire application système de santé. C'est qu'on peut imprimer des implants. Bien sûr, la matière, réglementation, le scénario dans lequel on va agir, il y a des standards, parce qu'on n'est pas des médecins, c'est le médecin qui va dicter ce standard-là. Le standard, il existe déjà, mais on est capable d'offrir ça. Et les réponses qu'on a eues de chez les patients qui ont déjà utilisé ce type d'implant, ben, ils sont très positives. C'est très léger, c'est robuste. Ce n'est pas nous qui parlons, ce sont les médecins, les chirurgiens qui font ça. C'est robuste, ça ne coûte pas cher, c'est très spécifique à la personne. Donc, ça, c'est le futur. Du coup, ça donne une possibilité de collaboration médecin-ingénieur qui est très prometteuse. Ça, c'est un aspect, juste pour ouvrir la parenthèse, puisqu'on est en train de parler sur les applications. Alors, pour synthétiser les choses ou bien résumer les choses, parce que cette présentation, on va essayer de limiter les choses. Objets connectés, on pourrait vous concevoir des applications IoT, des capteurs. On pourrait, si vous avez des machines, rendre vos machines intelligentes. Si vous avez des données dans votre société, on pourrait exploiter ces données-là pour vous guider dans votre décision. Donc, si vous êtes décideur, vous avez un tableau de bord, on pourrait vous donner un tableau de bord plus intelligent qui va vous éclairer, qui va vous guider. C'est comme parce que le décideur, plus il a d'informations synthétiques qui sont guidées, il aura des actions plus intéressantes à dérouler. Donc, on a la cobotique, nous avons les machines interconnectées, la fabrication additive, comme on l'a vu, l'intelligence artificielle, l'apprentissage, le support de formation et de maintenance. Du coup, c'est le landscape que nous pensons, bon, ça a prouvé je dirais ça, il y a des exemples concrets. Je crois que c'est le landscape sur lequel on pourrait collaborer ensemble pour prendre l'industrie marocaine actuelle, qui est une industrie très performante 3.0, et l'adapter par rapport à ce big shift qui va être très intéressant, qui est le big shift vers le 4.0. Donc, c'est ça le landscape sur lequel on pourrait tous travailler, on pourrait travailler ensemble pour pouvoir faire cette transition-là. Donc, pour les contacts et les références, du coup, les références qui ont été utilisées dans cette présentation-là, donc il y a Deloitte, il y a PwC, IBM, Hippolyte, la société marocaine, Honeywell, pour tout ce qui est IoT, tout ce qui est robotique, et les services, donc je recommanderais les services de chez Amazon Web Services. C'est vrai que les gens ont tendance à utiliser Google Services ou bien de chez Microsoft, mais d'après mon expérience personnelle, j'ai vu que Amazon offre des solutions qui sont très spécifiques. Vraiment, vous pouvez visiter amazonwebservices.com et voir un large éventail d'applications que vous pouvez déployer directement dans votre je dirais, ligne de fabrication, bien industrie, ou bien dans votre business. C'est bon. Donc, merci. Très bien, merci à vous. Franchement, c'est Ahmed Haroun Sebri, c'était très, très intéressant. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment, et comme je disais au début, vous nous avez transporté dans le futur, mais en même temps, c'est très, très concret, parce qu'on a l'impression à entendre dans l'industrie 4.0 qu'on a besoin d'investissements monstres, et finalement, vous avez proposé des solutions qui paraissent très dans l'investissement, et vraiment à la portée. Donc, j'invite les dirigeants qui sont avec nous, des gens qui participent, justement, à s'approprier
ces outils, finalement, ça permet de faire avancer la machine de production, ça permet de faire avancer la boîte et un investissement qui n'est pas forcément extraordinaire. Ouais. Impeccable, merci beaucoup. Alors, justement, il nous reste à peine même pas 5 minutes, donc je vais quand même prendre quelques questions. Alors, j'ai quelqu'un qui a réagi rapidement, enfin, à la fin, qui demande quelle est la différence entre l'industrie 4.0 et 5.0. Ça, c'est pour lancer la transition vers le futur. Oui. Alors, je réponds. Oui, est-ce que ça… Oui, oui, alors c'est une excellente question. Alors, l'industrie 4.0, c'est un terme qui a été introduit en Allemagne en 2010. Maintenant, on parle industrie 5.0 ou bien société 5.0 au Japon ou bien en Corée du Sud. C'est-à-dire, au lieu de prendre votre industrie, d'écarter le capital humain et de le remplacer par des robots intelligents, il faut avoir des robots collaboratifs, c'est-à-dire des robots qui vont servir l'opérateur pour apporter de la valeur. Et nous sommes conscients de cet aspect-là. Et du coup, lorsqu'on parle maintenant Industrie 4.0 au Maroc, je parle directement 4.0 avec une vision de transition 5.0. C'est déjà intégré dans cet aspect-là. Très bien, impeccable. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui avait réagi, c'est Bozil, qui demande comment peut-on envisager la transition souhaitée dans cette ère du Covid-19 où un ère de relocalisation souffle fortement. Donc, en fait, c'est profiter de ce post-Covid justement pour anticiper, la réaction est plus rapide, on a remarqué. Exactement, parce que tout à l'heure, dans la discussion avec Madame Souad, je crois que vous avez vu cet argument-là. Au lieu d'attendre un événement, il faudrait anticiper les choses et agir. Donc, c'était ça le principal discours, oui, le principal argument. Agir au lieu de réagir. Oui, exactement. Très bien. Alors, j'ai une question justement de Hassan Ifsouane qui demande la technologie intelligence artificielle, mécanique, impression 3D ont fait leur preuve pour l'implémentation de l'industrie 4.0 pour une PME. Cela nécessite un coût significatif. Pour les RH, cela nécessite une nouvelle façon de travailler. Quel est l'impact de cette transformation sur les RH et sur l'environnement? Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà des sociétés qui font ça et on exporte malheureusement ce savoir-faire. On l'exporte à l'international. Du coup, si ça marche ici au Maroc, ça veut dire que ça a prouvé ce rapport-là entre retour sur investissement et efficacité au bien cost. Du coup, les sociétés, les PME peuvent s'acquérir des solutions d'intelligence artificielle qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez acheter une imprimante 3D à moins de 5 000 dirhams et ça l'alimenter comme une imprimante normale. Je crois qu'il y a des imprimantes classiques qui coûtent largement plus que 5 000 dirhams, les imprimantes classiques. Du coup, si on peut produire un objet 3D avec des ressources qui coûtent moins de 5 000 dirhams et c'est largement utilisé en industrie, en prototypage, et montrer à nos clients à quoi ça va ressembler ce produit-là et de pouvoir accélérer, parce qu'il ne faudrait pas seulement voir les coûts directs. Imaginez que vous avez le coût de développement de produits. Imaginez que vous allez accélérer ce temps de développement de produits. Au lieu que ça va vous prendre des mois, ça va vous prendre des jours. Vous pouvez lancer directement l'objet, le client va voir votre produit, va valider ou ne pas valider les modifications et il y a le cycle. Vous pouvez utiliser carrément comment on appelle ça, la simulation. J'ai vu récemment un article de l'équipe McLaren en Formule 1. C'est-à-dire parce qu'ils sont sur la pointe. Si vous êtes industriel, vous savez que le Formula 1 trouve des applications industrielles. Je dirais tout ce qui est changement d'outils, tout ce qui est opération, intervention, rapidité, exécution des choses. Et du coup, j'ai ici un exemple d'application industrielle, c'est que le responsable de cette équipe-là, ils font jusqu'à 50 000 simulations avant de lancer la voiture en production. Vous imaginez 50 000 itérations de simulation, 50 000 voitures qu'on va valider, qu'on va découvrir les défauts avant de lancer.
Et c'est pour ça que McLaren est en train d'écraser la compétition je dirais, dans la compétition internationale de Formula 1. Ça, c'est un exemple pour prouver comment ça marche. Mais en termes de PME, l'intelligence artificielle, vous allez payer ce que vous avez consommé, c'est quelques dollars, c'est quelques dirhams. Je dis quelques dirhams par opération. Quelques dirhams par opération. C'est-à-dire par opération de calcul. L'imprimante 3D, 5 000, 6 000 dirhams, ça dépend de l'impression, du volume, de la précision que vous cherchez, et ça peut aller jusqu'à des chiffres qui sont extraordinaires. C'était quoi le troisième point, à part l'intelligence artificielle et le 3D? C'était quel impact sur les ressources humaines et l'environnement? C'était la question en fait. Alors, je ne sais pas, ressources humaines, parce que ressources humaines, on sait très bien que s'il y a un aspect change management, ils sont les premiers, ils sont très actifs dans nos sociétés. Les gens qui travaillent sur les ressources humaines, ils sont toujours les pionniers dans tout ce qui est change management. Du coup, si on va introduire une technologie, je ne crois pas que un métier aussi ancestral que la gestion des ressources humaines va pouvoir pénaliser le métier. Au contraire, ils vont faire tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est formation pour pouvoir, je dirais, s'adapter à ce changement. Voilà, justement, en fait, je pense que l'idée, c'était là, justement, c'était ça, de les intégrer dans le processus, dans la conduite de changement, comme un acteur principal. Écoutez, malheureusement, j'ai d'autres questions, mais malheureusement, il est déjà pratiquement 15h58. Je vous demanderai un mot pour clôturer. Et je m'excuse auprès des autres pour les autres questions, mais franchement, je pense alors, on pourrait continuer, oui, par rapport à ça, on pourrait continuer la discussion, que ce soit sur Facebook ou bien vous pouvez nous envoyer un email directement. Donc, je serais très ravi de répondre aux différentes questions. Côté conférence, j'espère que vous avez apprécié le contenu de la conférence, que vous avez pris quelque chose juste pour agir, pour comprendre qu'il faudrait agir. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voudrais aussi remercier M. Driss Tarif pour son invitation, pour son implication et pour l'effort qu'il est en train de fournir au sein du club, que ce soit pour le club ou pour tout le tissu industriel marocain, parce qu'on a besoin de cette vision-là de partage. Merci, Madame Souad, d'avoir accepté de modérer cette conférence-là. Et à la prochaine, Inch'Allah, donc peut-être dans une autre thématique. Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est moi. Franchement, vous remercie, c'était excellent. J'ai plein de remerciements là qui fusent partout. Ils disent que c'est très intéressant, ça donne une visibilité sur le développement. C'était très boostant, hein, j'imagine, pour les dirigeants qui sont intéressés. Alors, moi, j'attendrai avec impatience justement le robot marocain, et j'attendrai le hub international qui va la matière grise marocaine. C'est quelque chose. Et nous, en tant que club des dirigeants, on a envie de voir ces initiatives sortir, parce que ça ne fera que rehausser l'image du Maroc à travers le monde et l'image de nos compétences. En tout cas, moi, je vous remercie au nom du club des dirigeants, au nom de nos participants et de nos sympathisants. On était une centaine à suivre cette conférence. C'était extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir une autre fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez connectés. Il y a une autre conférence qui va commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup. Excellente journée. Madame Souad, si vous permettez, d'abord, merci, M. Haroun. C'était vraiment top. C'était riche et très pointu. Juste le prochain webinaire, ça a été reporté. Donc, pour corriger l'information. Donc, il n'y aura pas de prochain webinaire. Donc, jusqu'à, je pense, 18h. Jusqu'à 18h, voilà. Très bien. Merci. Excellente journée.